Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais remercier Catherine de m'avoir invité à m'exprimer devant vous toutes et tous à l'occasion de ce 39e colloque. Parce que revenir à Nancy, pour moi, c'est beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotion. Parce que c'est là que j'ai été nommé recteur pour la première fois le 23 novembre 1992, grâce à la bienveillance de Catherine et de Bernard Tout-le-Monde, qui étaient tous les deux au cabinet de Jacques Lang, qui m'a nommé. Et si je suis ici, je le leur dois. Donc je les en remercie très sincèrement. Alors ici, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, notamment grâce et avec Philippe Claus, qui à l'époque était doyen des IAIPR et fut le premier directeur des ressources humaines de cette académie. Nous y avons vécu heureux avec mon épouse, avec nos enfants. Et vendredi soir, en entendant le proviseur de Stenay, je me suis souvenu de ma première visite en tant que recteur dans un établissement scolaire. Après, il y en a eu pas mal d'autres, même parfois chez certaines ou certains d'entre vous. Mais c'était au lycée de Stenay, au mois de janvier 1993, dans la neige. Après, ça marque. Voilà. Alors, ceux qui me connaissent le savent, mais j'aime bien le rappeler. Vous savez, je ne suis pas un spécialiste de sciences de l'éducation. Je ne suis pas un chercheur en éducation. Moi, je suis simplement recteur. Donc, effectivement, depuis ce mois de novembre 1992. Donc, je suis un petit peu loin des grandes théories ou, comme le dit le texte d'une chanson que j'aime bien citer aux professeurs stagiaires, loin des beaux discours et des grandes théories. Donc, moi, je vais vous parler de mon expérience, je vais vous faire partager un certain nombre de convictions et puis donner aussi quelques éléments pratiques auxquels je suis attaché ou que j'ai découvert au travers de mes contacts, effectivement, dans les 6 académies où j'ai exercé. Alors, ces convictions, effectivement, elles sont anciennes. D'ailleurs, Catherine avait intitulé l'intervention, mais ça avait été publié ainsi dans l'AEF, « Ne laisser personne au bord du chemin, une feuille de route depuis 25 ans ». Puis, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop autocentré, et puis que, en fait, c'est pas seulement ma feuille de route, c'est votre travail, notre travail à tous, et c'est pour ça que j'ai préféré que ce soit intitulé « Ne laisser personne au bord du chemin, notre priorité ». Donc ça, c'était l'introduction. Et donc, dans un premier temps, j'essaierai de dire de qui nous parlons, parce que quand on dit ne laisser personne au bord du chemin, on parle de plusieurs catégories de personnes. Et puis, ces catégories de personnes, on les a intégrées progressivement dans les problématiques du système éducatif. Et puis après, je présenterai 12 propositions, j'ai intitulé ça, 12 propositions pour essayer de laisser moins de jeunes au bord du chemin. Et vous verrez, ces 12 propositions, c'est pas un programme, hein, je suis candidat à rien du tout, voilà. Ces 12 propositions, elles sont très pragmatiques, c'est-à-dire qu'en gros, 90%, vous pouvez les mettre en œuvre, certaines déjà sont mises en œuvre, mais elles peuvent se mettre en œuvre sur initiative eh bien, des enseignants, des inspectrices, des inspecteurs, des chefs d'établissement. Alors d'abord, de qui parlons-nous? Alors, en fait, il y a plus une catégorie de personnes dont nous parlons. Il ne m'a pas échappé que 3 plus 1, ça fait 4, rassurez-vous. Simplement, pour l'instant, je vous présenterai les 3 premières catégories. Mais il y a une 4e catégorie de jeunes que nous risquons de laisser au bord du chemin, dont on parle moins, et qui arrivera incidemment qui arrivera même sûrement incidemment dans mon propos, et qui est peut-être celle qui actuellement est la plus problématique. Alors, de qui parlons-nous? D'abord des élèves à besoins spécifiques. Je dirais que dans le temps, dans ma mémoire un peu de recteur, sont les élèves qu'on prend en charge depuis le plus longtemps. Hein. C'est la loi. Alors, quels sont-ils? D'abord, les élèves en situation de handicap, c'est la loi donc, du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dont je vous rappelle l'article 19, qui est important parce que c'est ce que nous vivons. L'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et adolescents handicapés avec un projet personnalisé, ce qui a été repris ensuite
et amplifié dans la loi du 8 juillet 2013 sur la refondation de l'école de la République. Alors, progressivement, on voit au travers de ce tableau, effectivement, que la scolarisation des élèves en situation de handicap en classe ordinaire, notamment, s'est beaucoup accrue, puisqu'on est passé de près de 90 000 élèves à 195 000 élèves. Les Ulysse, elles aussi, se sont développées. On est passé des CLIS, maintenant Ulysse École, aux Ulysse Collège, puis ensuite, maintenant, aux Ulysse Lycée, généralement Ulysse Pro. Hein, et c'est plutôt sur les Ulysse Pro qu'on fait les développements. Et puis, ont été mis en place les accompagnements d'élèves en situation de handicap, ce qui a été aussi une manière de progresser dans la prise en charge de ces jeunes au travers de contrats qui sont moins précaires que les contrats aidés qu'on utilisait couramment. Donc, une prise en compte qui se fait, je dirais, depuis le début des années 2000, qui s'est amplifiée au travers de cette loi. Et je souhaite rappeler qu'une personne de Nancy a beaucoup contribué à cette loi. Il s'appelle Jean-Marie Schléré. Vous le connaissez avec une autre casquette qui est celui de président de l'Observatoire de la sécurité des établissements scolaires, mais il a aussi été très engagé, notamment dans l'élaboration de cette loi. Alors, deuxième catégorie d'élèves à besoins spécifiques. Alors, ce sont les élèves intellectuellement précoces sur lesquels il y a des circulaires en octobre 2007 et novembre 2009. Et puis, troisième catégorie, toujours dans ces élèves à besoins spécifiques, eh bien, les élèves allophones, c'est une circulaire d'octobre 2012. C'est un sujet qui est devenu un sujet de grande actualité actuellement, hein, qui concerne plus spécifiquement certaines académies. J'en ai le souvenir à Créteil notamment. J'ai repris ici les chiffres les plus récents, 2014-2015. Vous voyez que Créteil et Versailles représentent 25% des effectifs, mais certaines autres académies étaient concernées. Par exemple, quand j'étais à Montpellier, on avait une scolarisation forte d'élèves allophones qui arrivaient d'un secteur particulier du Maroc, qui était Ouarzazate. Et les élèves de Ouarzazate arrivaient avec l'adresse du CIO. Et donc, ce n'est pas seulement non plus un phénomène francilien. Mais là aussi, des dispositifs ont été mis en place, notamment les UPE2A, qui sont, comme vous le savez toutes et tous, des unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants. Première catégorie, vous voyez, il y a des dispositifs. Et ces dispositifs, ils datent des années 2000. Alors, deuxième catégorie, sont les élèves en risque ou en situation d'absentéisme ou de décrochage. Moi, généralement, je lis absentéisme et décrochage parce que j'ai toujours dit qu'en définitive, l'absentéisme, c'était un peu l'antichambre du décrochage, quoi. Et que je crois qu'il faut traiter les deux questions ensemble. Alors, le décrochage qui vise à quitter le système éducatif sans diplôme. Alors là, j'y vais à l'arrache, hein, parce que si on rentre dans les différentes typologies, mesures du décrochage, je pense qu'on arrivera au dîner, donc c'est pas la peine. Deux statistiques. Alors, on ne s'est pas concerté avec Gabriel Brand-Lopez, mais vous voyez, on est un peu sur les mêmes statistiques, hein. Celles-là, elles sont pour la France, donc. La statistique du CEREC qui a été rappelée par Catherine tout à l'heure, c'est-à-dire que le taux de chômage 2013 de la génération 2010, c'est-à-dire 3 ans après la sortie du système éducatif, il est 48% pour les non-diplômés, 32% pour les titulaires d'un niveau 5 CAP et BEP. Et puis une autre statistique qui sort un peu du champ de l'emploi, même si c'est un peu lié, et que je trouve excessivement marquante, et qui est sensiblement la même que ce qui est constaté au Québec. Hein. À 35 ans, un homme diplômé de l'enseignement supérieur peut espérer vivre 1,8 ans de plus qu'un bachelier, 3,5 ans de plus qu'un titulaire de CAP et 7,5 ans de plus qu'un homme sans diplôme. 7,5 ans, ça fait tout de même beaucoup sur une vie. Hein. Et c'est quasiment le même chiffre qu'au Québec. Et donc, dans notre pays, l'enjeu de la possession d'un diplôme est essentiel. Alors, les causes du décrochage, elles sont multiples. Il y a en plus à Nantes un chercheur d'Ukraine qui est spécialiste dans l'analyse du décrochage, dans les causes du décrochage. Je ne vais pas revenir dessus. Je dirais qu'on pourrait consacrer pratiquement
tout un colloque au décrochage. Il y a des causes externes qui sont la précarité, les difficultés familiales, sociales, etc. Il y a aussi des causes internes dont il faut qu'on soit bien conscient, parce que des fois, on a tendance à dire sont des élèves de familles défavorisées, etc. Il y a aussi des causes internes. J'ai été très, très frappé par ce qu'a dit Madame Nathalie Brou du micro-lycée du Bourget lors de la table ronde d'hier, disant que, en fait, nous disons que ce sont des élèves qui rejettent l'école, mais eux ont vraiment le sentiment que c'est l'école qui les a rejetés. Et ça, je crois qu'il faut qu'on en ait conscience. Et s'il fallait corroborer ceci, j'ai le souvenir, lorsque j'étais recteur à Bordeaux, des travaux qui avaient été faits par la mission d'évaluation du système et des académies. C'était très intéressant, hein, ça s'est passé entre 98-99 jusqu'à 2006 environ. Il y a des missions d'inspecteurs qui allaient évaluer. Non, ce n'était pas l'évaluation des académies, ce n'était pas l'évaluation des recteurs, voilà, mais c'était l'évaluation de l'enseignement dans les académies. Et les deux inspecteurs étaient allés, parce qu'il y en avait beaucoup à Bordeaux, dans des maisons familiales rurales. Et ils avaient entendu des choses de la part des élèves. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit, sur laquelle on ne peut pas écrire ça. Il y avait une telle virulence contre le collège qu'ils m'ont dit on peut pas, enfin, on a été obligé d'édulcorer les propos parce que sinon ça va choquer. Donc ayons conscience que parfois ce sont des jeunes qui rejettent l'école, mais que parfois eux-mêmes se sentent vraiment rejetés par l'école. Alors, et puis il ne faut pas oublier, quand on parle des décrocheurs, de ce que j'appellerais aussi les décrocheurs ultimes. Les décrocheurs ultimes sont les jeunes qui sont incarcérés et pour lesquels on a aussi une mission. Alors, là aussi, plus récemment, je dirais début des années 2010, c'est une question qui est venue dans le système éducatif avec la stratégie européenne, la stratégie Europe 2020, qui fixe un taux d'abandon scolaire qui devrait être amené à moins de 10%, avec la stratégie nationale, qui est le plan Tous mobilisés pour vaincre le décrochage, qui a donné lieu à un certain nombre de stratégies académiques. Alors ici, il y a le plan académique de lutte contre le décrochage scolaire qu'on a fait à Nantes, mais je suis sûr que dans d'autres académies, il y a eu des plans de ce type-là. Et avec effectivement des statistiques qui montrent une diminution de ce flux de jeunes sortant de formation initiale sans diplôme, de 140 000 à 98 000, même si les mesures ne sont pas exactement les mêmes, entre les rentrées 2010 et les rentrées 2016, et puis avec un objectif, alors c'est ceux qui sont dans les établissements du second degré le savent, un objectif de 80 000 qui nous a été fixé par la ministre, en utilisant un certain nombre de leviers qui ont été définis par le ministère, notamment le droit au redoublement pour les élèves qui ont échoué à l'examen, le droit au retour en formation, etc. Donc, tous éléments développés plutôt depuis le début des années 2010. Dans ma mémoire de recteur, etc., le décrochage, ça devient vraiment une problématique du début des années 2010. Et puis, le troisième type de public sont les élèves des familles en situation de grande pauvreté. Alors là aussi, quelques statistiques. En prenant le critère le plus dur, cela aussi on peut discuter du critère, donc les familles qui vivent avec moins de 50% du revenu médian, c'est-à-dire entre 0 et 560 € par mois, certains prennent le critère de 60%, ça augmente le nombre, ça fait tout de même 1,2 million d'enfants qui sont concernés par cette situation de grande pauvreté. Les facteurs, ils sont connus. Les familles monoparentales, ils ont été évoqués d'ailleurs hier dans une intervention, notamment de monsieur Caro. Les familles monoparentales, les fratries de 4 enfants et plus, le chômage, un enfant pauvre sur 2 vit dans une famille où les prestations sociales et familiales représentent plus de la moitié des revenus familiaux. Et pour avoir une meilleure appréhension de cela, qu'on n'appréhende pas forcément dans le système éducatif,
je ne peux que conseiller à toutes celles et tous ceux qui sont en responsabilité dans le système éducatif de rencontrer des équipes ou des familles d'ATD Quart-Monde. C'est certainement en 25 ans de recteur une des rencontres les plus marquantes que j'ai eues lorsque j'étais dans l'Académie de Rennes. Voilà. Et j'ai cité ici deux citations, j'ai repris ici 2 citations tirées d'un document d'ATD Quart-Monde qui montre un peu ce que les familles dans cette situation ressentent. La pauvreté, c'est ne pas avoir une seule personne à qui parler qui ne soit payée pour m'écouter. Et la pauvreté, c'est marcher partout, tout le temps, par tous les temps. Et j'ai mis une petite photo, c'est le film Rosetta des frères Dardenne, parce qu'il a été représenté au festival Premier Plan d'Angers au mois de janvier. Et marcher partout, tout le temps, par tous les temps, bah, c'est une belle illustration, ce film, de ce que vivent ces familles. Alors, ça c'est quelque chose dont on parle de temps en temps. Vous voyez, alors Philippe Joutard avait fait un rapport en 1992, Grande pauvreté et réussite scolaire, changer de regard. Claude Père a écrit un article et un ouvrage, alors c'est 98 et 2000, l'école devant la grande pauvreté. Et puis surtout le rapport de Jean-Paul Delahaye, Grande pauvreté et réussite scolaire, le choix de la solidarité pour la réussite de tous, qui est un rapport beaucoup plus récent. Mais vous voyez que, à la différence des 2 autres sujets, c'est un sujet qu'on traite de manière assez épisodique. Et dans sa conclusion, Jean-Paul Delahaye espérait qu'il ne faudrait pas attendre 2037, je crois, pour qu'il y ait un nouveau rapport sur école devant la grande pauvreté. Voilà. Alors, 3 catégories de public qu'on pourrait avoir tendance, collectivement, à laisser au bord du chemin. Deux réflexions terminales avant de passer aux 12 propositions. D'abord, on peut rester au bord du chemin à tout niveau du système éducatif. D'ailleurs, ça a été parfaitement dit par Madame Binz dans la table ronde. Dès l'école, il y a des jeunes qui restent au bord du chemin. Alors, il y a quelques dizaines d'années, on disait que c'était ceux qui s'épanouissaient près du radiateur. Donc, ils pensent à autre chose, et puis voilà, puis progressivement, ils resteront au bord du chemin. Mais on peut s'épanouir près du radiateur déjà à l'école. Et puis, les facteurs peuvent être différents selon les académies, mais les conséquences sont les mêmes. À Créteil, on sait qu'il y a des zones de très grande pauvreté urbaine, mais il y a aussi des pauvres à Neuilly. Et puis, les académies de province, que je connais encore mieux, et connaissent aussi ces zones de pauvreté. D'ailleurs, les cartes qui ont été présentées, à ce stade-là, je voulais présenter les cartes des risques sociaux, et puis comme elles ont été très bien présentées par leur auteur vendredi, je les ai pas ici, mais on voit qu'un certain nombre, même les zones rurales connaissent une autre forme de pauvreté qui est cette pauvreté rurale. Donc, quels que soient les facteurs, quels que soient les lieux, quelles que soient les zones, je crois que c'est en tout temps et en tout lieu que des jeunes peuvent être en risque de rester au bord du chemin et que pour eux, eh bien, les conséquences, elles sont généralement dramatique. Alors, dans les académies, à la suite du rapport de Jean-Paul Delahaye, oui, donc on a pu développer aussi des stratégies académiques. Par exemple, pour l'Académie de Nantes, on a fait un document, Grande pauvreté et réussite scolaire, le choix de la solidarité et de la réussite pour tous, et on a nommé un groupe de travail pour essayer de sensibiliser l'ensemble de l'encadrement et des enseignants à cette problématique. Alors, j'arrive dans la deuxième partie. Oui, mais ça se déroule, c'est bien. Mais bon, il était prévu que la deuxième partie soit un peu plus longue que la première. Je vous rappelle qu'il y a 3 plus 1. Hein. Je n'oublierai pas la dernière catégorie. Alors, 12 propositions pour essayer de laisser moins de jeunes au bord du chemin. Je ne vais rien vous apprendre. Je reprends simplement un certain nombre de choses. Où je vais peut-être vous apprendre des choses, c'est quand je fais des petites remarques comme ça sur la base de ce que j'ai pu apprendre sur le terrain. J'essaie de reprendre tout ce qui me paraît important
Parce que comme je dis que c'est notre priorité, tout ce qui me paraît important. Donc il y a des choses qui peuvent vous paraître importantes, mais que vous ne verrez pas aussi. Alors, premier, je les ai distingués dans la classe, dans l'école ou l'établissement, et enfin dans l'institution. Dans la classe, alors j'ai appelé ça diversifier et évaluer les dispositifs permettant à l'école l'acquisition des fondamentaux, lire, écrire, compter. Bon, je n'ai pas dit il faut que tous les élèves du système éducatif sortent en sachant lire, écrire, compter. On est au cœur du débat. Les Échos du 8 mars, donc c'est il n'y a pas très longtemps tout de même, un élève sur deux ne sait-il ni lire ni écrire dans les écoles les plus défavorisées, point d'interrogation. Le Monde du 9 mars, les fondamentaux à l'école au cœur du débat, plus de lire, écrire, compter ou moins d'élèves par classe, deux visions opposent les candidats à la présidentielle. Alors, dans ce champ, je dirais, dans mon expérience, en fait, on a vu se succéder. C'est pour ça que j'ai dit diversifier, évaluer, parce que j'ai vu plein de dispositifs. Il y a eu les CPD, alors c'est ceux qui ont vécu un peu comme moi les choses, il y a eu les, j'en oublie peut-être même, il y a eu les CPD doublés, il y a eu l'aide personnalisée pendant l'heure du repas, il y a eu l'accompagnement éducatif, il y a eu les stages de remise à niveau pendant les vacances, il y a le plus de maîtres que de classe. Donc, on a une diversité de choses qui ont été proposées. Moi, c'est pour ça que je dis, je crois qu'il faut jouer la carte de la diversité. Peut-être qu'une chose peut fonctionner dans un cas, peut-être qu'elle peut ne pas fonctionner dans l'autre. Mais moi, ce que j'ai vécu, c'est que les systèmes se sont succédés. C'est-à-dire la mise en place d'un système a supprimé le système précédent sans qu'il ait eu d'ailleurs vraiment le temps de se déployer. Donc, laissons un peu la possibilité aux équipes de choisir ce qui leur paraît être le mieux compte tenu des élèves qui nous sont. Peut-être, après tout, moi j'avais vécu, je vais peut-être choquer, mais après tout, bon, j'avais vécu, moi, des groupes d'élèves, de 3, 4, 5 élèves avec leurs enseignants qui travaillaient un peu sur le midi 2. C'était tout de même, enfin, les enseignants m'en disaient le plus grand bien. Voilà. Bon. Alors, ça peut marcher dans un certain endroit. On disait que ça stigmatisait des élèves. Dans un autre sens, ils étaient contents de se retrouver à 3-4 avec leur enseignant. Voilà. Donc, je crois qu'il faut vraiment... Pourquoi? Parce que quand on regarde les statistiques de la journée défense-citoyenneté, on voit qu'effectivement, les élèves en très faible capacité de lecture et en difficulté sévère, ça représente tout de même 10% du total des élèves. Plus de garçons que de filles, mais on sait toujours que c'est la même chose. D'ailleurs, je le disais hier à M. Carreau, il serait intéressant... Moi, je l'ai vu sur une petite partie de l'académie. J'ai rencontré la capitaine qui gère les journées défense-citoyenneté. Elle m'a donné les résultats par centre. Mais elle m'a dit que ça ne pouvait pas être rendu public. Donc voilà. Mais elle m'a dit, voilà, je peux vous les montrer. Et les difficultés correspondaient parfaitement aux zones rouges de l'académie. C'est-à-dire là où il y avait le plus de difficultés, d'élèves en difficulté sévère. Donc vous disiez qu'il n'y a pas de coïncidence entre la carte du décrochage et la carte des risques telle que vous l'avez présentée. Par contre, si un jour vous avez accès à ces statistiques, ça pourrait être intéressant de voir si là il y a plus de coïncidences. Alors, qu'on ne se méprenne pas, sur ce que je veux dire. Je ne dis pas en parlant du lire, écrire, compter que ça doit être un sous-socle pour les élèves. Parce que quand on dit il faut travailler sur les fondamentaux, etc., bon alors il veut un sous-socle pour les élèves, il y en a qui sortiront avec ce sous-socle. Et puis, je dis que le lire, écrire, compter, puis je vais rajouter quelque chose tout à l'heure, c'est une clé vers le socle commun. C'est vraiment la clé vers le socle commun. Ça ne dispense pas du socle commun, simplement le socle commun, de toute façon, je pense qu'on a du mal à le maîtriser si on n'a pas un minimum de clés, et c'est ces clés du lire, écrire, compter. J'ajouterai une clé supplémentaire qui se joue peut-être au collège. C'était les interventions de Daniel Overlo, notre ancien président, une intervention qui m'a beaucoup marqué, c'est sur le sens des mots. Alors, tant qu'on a un maître avec sa classe, il utilise les mots avec les sens adéquats. Mais quand vous avez 9 maîtres qui enseignent chacun de leur côté, alors j'ai pris un petit exemple, là, voilà. Le professeur de SVT parlera du facteur Rhésus,
La mathématicienne ou le mathématicien parlera de la mise en facteur, l'économiste parlera des facteurs de production, le principal, lui, parlera des facteurs de décrochage, puis les parents, ils attendront le facteur. Voilà. Si vous ne maîtrisez pas les codes et tout ça, c'est pas si évident que ça. Donc c'est le lire, écrire, compter, puis aussi comprendre. Je crois que c'est quelque chose qui est important. Alors vous voyez, ça, tout ça, ça peut se faire sans beaucoup de circulaires. Hein. Il n'y a pas besoin de circulaires. Deuxième, dans la classe toujours, intéresser et faire participer les élèves. Alors j'ai l'habitude de dire, hein, au regard des taux d'absentéisme, j'ai l'habitude de dire que les élèves sont strictement comme nous. Ce qui des fois choque un peu les gens. C'est-à-dire que si ça les intéresse, ils écoutent. Et si ça ne les intéresse pas, eh bien, ils font comme vous. Quand un truc ne vous intéresse pas, vous pensez au prochain week-end, aux vacances, voilà. Vous êtes poli, vous restez. Encore que certains passent des coups de fil pendant ce temps-là ou regardent les messages sur leur tablette, mais c'est discret. Bon, les élèves, eux, ils ne sont pas acteurs de l'éducation, donc quand ça ne les intéresse pas, ils ne viennent plus, c'est tout, parce que voilà. Donc je crois que c'est intéresser, faire participer les élèves, parce que je crois que c'est une dimension importante. Alors c'est une double question, c'est une question de programme. Alors là, les programmes, effectivement, ça c'est une question de circulaire, c'est une question nationale. Ça, nous ne maîtrisons pas, ni vous ni moi, rassurez-vous, cette question des programmes. Mais c'est aussi une question de pédagogie, et donc essayer de développer des pédagogies. Alors il y a plein de choses qui se font, ça pourrait aussi être d'ailleurs une thématique complète d'un colloque, hein. Les pédagogies qui permettent d'intéresser, d'associer les élèves. Il y a plein de choses qui se font, je ne les connais pas d'ailleurs. Hein. Mais je crois qu'il faut prendre en compte deux choses. L'existence du numérique, qui change complètement la relation des élèves au savoir. Avant, on apprenait à l'école, maintenant, on peut apprendre 100 fois plus en regardant Internet. Donc, quel est le sens d'un apprentissage scolaire et la manière d'intéresser alors que le jeune peut apprendre ailleurs. Et puis en pensant toujours, quand on parle du numérique, hein, pensant toujours qu'il y a des jeunes, alors, certes plus très nombreux, mais qui n'ont pas accès au numérique tout de même. Voilà. C'est dans ce cadre-là que se situe aussi l'évaluation exigeante et bienveillante. Et puis, je crois aussi que notre système éducatif, à la différence peut-être d'ailleurs des systèmes anglo-saxons, donne à l'erreur un statut de quelque chose d'horrible. Se tromper, c'est pas bien. Voilà. Et ça marque toute la vie des gens. D'ailleurs, on n'a pas le droit de se tromper. On n'a pas le droit de se tromper dans une réponse. C'est d'ailleurs pour ça que dans les enquêtes internationales, on note que, notamment PISA, moi je dis toujours pizza, mais c'est PISA, voilà. On note que les élèves sont ceux qui répondent le moins, parce qu'ils ont peur de se tromper. Et puis après, ça marque la suite. Faire faillite, en France, c'est quelque chose qui marque du sceau de l'infamie. Alors qu'aux États-Unis, en définitive, on fait faillite et puis on rebondit, voilà. Je crois qu'il y a vraiment un problème de statut de l'erreur qui est quelque chose d'important à savoir gérer aussi. Troisième, toujours dans la classe, alors là c'est poursuivre le mouvement de personnalisation. Je ne vais pas vous reprendre tous les termes que j'ai connus depuis 25 ans, mais actuellement c'est l'accompagnement personnalisé, mais avant il y a eu l'aide individualisée, enfin les plus anciens se souviendront, j'ai pas recherché tous les termes, puis ça aurait allongé la diapo, peut-être qu'il aurait fallu 2 diapos d'ailleurs. Donc actuellement c'est l'accompagnement personnalisé. Donc vous savez, au collège, au rythme de 3 heures en 6e, 1 heure ou 2 heures, 1 heure ou 2 heures au cycle 4. D'ailleurs, un certain nombre, enfin je pensais que au cycle 4, ça serait 1 heure d'accompagnement personnalisé, 3 heures d'enseignement pratique interdisciplinaire, et souvent c'est en fait 2+2. Enfin, dans la moitié des cas, c'est 2+2. Et ce que notent les inspectrices et les inspecteurs, c'est qu'en définitive, sur la réforme du collège, les enseignements pratiques interdisciplinaires, ça marche, globalement, ça marche.
Peut-être parce qu'il y avait l'histoire des itinéraires de découverte. Il faut savoir que les itinéraires de découverte, il y en avait encore. C'est fabuleux parce que les itinéraires de découverte, ça faisait 10 ans que plus personne n'en parlait dans les circulaires. Je trouve que, voilà. Mais ça vivait toujours. Voilà. Par contre, l'accompagnement personnalisé, c'est vraiment, dans la réforme du collège, le point qui pose le plus d'interrogations. Et puis, il y a tous les programmes personnalisés, les programmes personnalisés de réussite éducative à l'école et puis passerelle. Et puis, tous les projets, programmes qui ont été mis en place dans le cadre de l'accueil des élèves en situation de handicap. J'en ai un tableau, d'ailleurs, c'est pas forcément facile pour les familles de se retrouver entre le PPS, le PAP, le PPRE et le PAI. Mais vous avez tout ça. Et puis, il y a le tutorat. Et moi, j'ai la faiblesse de penser que le tutorat entre les pairs, c'est quelque chose qui est pas mal. Parce que ça responsabilise des élèves. Je crois que responsabiliser les élèves, ça fait aussi partie de notre mission. Alors, toujours dans la classe, enfin, eh bien, que chaque enseignant garde toujours à l'esprit que tous les élèves n'ont pas les moyens. Et là, je me permets de vous rappeler les préconisations du rapport de Jean-Paul Delahaye. Alors, je n'ai pas repris, hein, il y a une soixantaine de préconisations, mais celles que je présente notamment aux stagiaires, par exemple, ou au personnel qui arrive dans l'académie, c'est ces 3 préconisations-là qui concernent directement les enseignants de la classe. Vérifier que le travail personnel pourra être réalisé au sein de l'école ou de l'établissement en mobilisant la documentation et les outils disponibles dans l'école ou l'établissement. Et ça, c'est pas forcément évident. Hein. Respecter les recommandations des textes officiels concernant les fournitures scolaires et favoriser la réflexion avec les parents sur cette question, au travers des kits fournitures, la question des sorties scolaires payantes, par exemple. Alors, on n'y pense pas parce qu'on est pris dans un mouvement, puis ça fait plaisir, etc. Les fournitures scolaires, ça fait 25 ans que je prêche dans le désert. Ça fait 25 ans que je dis au chef d'établissement qu'on pourrait peut-être éviter d'avoir des parents complètement stressés à Auchan, Leclerc et Carrefour. Bon, les autres marques m'excuseront, hein, je ne peux pas citer tout le monde. Alors, vous voyez, alors certains m'ont déjà entendu le dire, mais je ne peux pas... Oui, alors si vous êtes chef d'établissement, allez vous promener dans une grande surface vers le 15 août, 20 août. Alors, vous avez des parents avec des enfants. Bon, quand il y en a un, ça va. Quand il y en a 6, c'est plus compliqué. Alors, ils ont des listes. Alors, il faut trouver le cahier 21, 29, 7, petit carreau à spirale. Et puis après, le cahier 24, 32, mais lui à grand carreau et sans spirale. Il faut trouver les copies simples avec des trous, celles qui n'ont pas de trous. Et comme je dis souvent, les pinceaux à poil de castor, à poil de belette, à poil de tout ça, etc. C'est pas possible et on n'y arrive pas. Enfin, ça fait 25 ans que je dis ça, ça fait 25 ans qu'il y a toujours, genre on se promène dans les grandes surfaces, il y a toujours des familles qui sont avec 2-3 listes. Et puis alors, les parents s'énervent, les enfants se font gronder parce que plutôt que les trucs, là, ils regardent le cartable avec... alors, quand je dis Goldorak, on me dit que j'ai un peu passé, bon... J'ai pas bien actualisé les connaissances. J'aurais besoin d'un peu de formation continue, voilà. Donc, mais alors c'est encore pire pour des familles qui sont dans la grande pauvreté. Parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants ils soient déconnectés des autres. Donc il faut y penser à ces choses-là. Je crois que c'est quelque chose d'important. Voilà ce que je voulais vous dire pour la classe. Oui, toutes ces choses-là, en fait, vous pouvez le faire, hein. Il n'y a pas besoin d'une circulaire, ni de la ministre, ni même du recteur. Et de l'inspecteur d'académie non plus. Dans l'école ou l'établissement, je crois qu'un élément important, c'est de faire vivre une vraie équipe solidaire. Alors tout le monde va me dire, oui, ça, on fait vivre. Alors, une vraie équipe solidaire, d'abord pour que fonctionne bien la cellule de veille. Oh, j'ai gardé le nom ancien. Hein. Il y a un nom nouveau, mais la cellule de veille... et puis l'enseignant référent.
Personnellement, j'ai demandé à ce que dans tout établissement, il y ait un enseignant référent et une cellule de veille. Alors des fois, ils ne se réunissent pas souvent quand il y a peu de risque de décrochage. J'ajoute d'ailleurs que cette cellule de veille et l'enseignant référent, ils peuvent aller un peu au-delà du décrochage. Ils peuvent aussi regarder la situation des élèves qui seraient en situation de grande pauvreté, etc. Mais il faut un travail d'équipe parce que c'est pas... On peut avoir tendance à désigner un enseignant référent et puis après à se frotter les mains en disant bon, maintenant on a le référent, c'est lui qui va s'occuper de ces choses-là, évoque la galère. Donc c'est là que je dis qu'il faut qu'il y ait une vraie équipe solidaire. C'est là que je dis aussi qu'il y a un rôle moteur de l'encadrement ou de la direction et que je dis que ce n'est pas forcément facile. Ce n'est pas forcément facile de faire vivre une vraie équipe solidaire. Ce n'est pas facile à Créteil quand 30 à 40% des enseignants changent tous les ans. Et qu'en gros, 30% des enseignants sont des contractuels. Mais ce n'est pas plus facile dans un établissement stabilisé de centre-ville où les gens sont là depuis 15 ans, où ils ont leurs habitudes, chacun avec ses trucs, etc. Sans compter que dans certains diagnostics de chefs d'établissement, ils font référence à des querelles anciennes qui n'ont jamais été digérées, qui font que dans une discipline, les gens ne s'entendent pas, etc. Donc, mais là, je crois qu'il y a un vrai rôle moteur de l'encadrement pour faire vivre dans les établissements cette équipe solidaire. C'est important d'avoir une cellule de veille. Alors, on a même cité les cellules d'avant-veille à Cherbourg lors de la table ronde du... Alors, je pense que tout ce qui peut être fait pour prendre en charge de manière la plus précoce possible un absentéiste et éviter qu'il aille vers le décrochage, c'est essentiel. Que ce soit une cellule de veille, une cellule d'avant-veille, qu'on y associe les partenaires extérieurs ou qu'on le fasse seulement à l'interne. Moi, je n'ai pas de préconisation particulière. C'est des fois intéressant aussi d'associer les partenaires extérieurs, mais je crois qu'il ne faut pas non plus qu'on se défausse sur des partenaires extérieurs de tous nos problèmes. Et les élèves exclus, moi j'ai toujours dit qu'a priori on devait les garder. Parce que les élèves exclus qui vont faire des activités à l'extérieur, des fois, ça leur plaît mieux que d'être en classe sur des cours et c'est une incitation à être à nouveau exclu. En définitive, c'est pas si mal. Ou les élèves exclus qu'on laisse chez eux, regarder la télé pendant toute la journée, c'est tout de même plus rigolo que d'aligner des cours de SVT, d'histoire, géographie et de mathématiques. Donc, je crois qu'il faut là aussi qu'on fasse attention. Alors, toujours dans l'école ou l'établissement, maintenir la dynamique de l'éducation prioritaire. Alors, il y a eu des débats sur l'éducation prioritaire. Moi, je crois à l'éducation prioritaire. Je l'ai dit d'ailleurs en ouverture du congrès régional de la FAE. J'y crois parce que depuis 25 ans, j'ai rencontré des gens dans l'éducation prioritaire. J'ai fait l'évolution de la carte de l'évolution de l'éducation prioritaire avec Daniel Overlo quand on était à Rennes, à la suite du rapport Moisan-Simon. Et nous étions à Rouen, comme que tu évoquais, sur l'éducation prioritaire. J'ai fait les réseaux ambition réussite, j'ai fait les contrats de rares, on a fait l'éclair, on a fait les éclairs, voilà. On a fait la nouvelle réforme de la carte de l'éducation prioritaire qui répondait à quelque chose d'essentiel, c'était le temps. Et Marc Bablé savait que ce que les équipes demandaient, ce n'était pas forcément des moyens en plus, parce que des moyens dans l'éducation prioritaire, il y en a. Bon, alors, on peut toujours dire que c'est insuffisant. Mais les gens, ça je m'en souviens, que ce soit à Bordeaux ou à Créteil, ce qu'ils voulaient, c'était du temps. Et je crois que la réforme a bien répondu aux demandes dans ce domaine-là. Un point, après, sur la dynamique du réseau. Parce que je crois que ça se fait bien, notamment dans les REP+, mais il faut vraiment que l'éducation prioritaire, ça soit un réseau avec des écoles. Parce qu'on sait que le passage de l'école au collège, c'est quelque chose de compliqué. Et puis la dynamique de la carte. C'est-à-dire qu'il faudra certainement que la carte évolue. Je me souviens d'une présentation qui avait été faite en 98. Alors, je ne sais pas si j'ai rêvé ou si je me souviens bien. Il y avait tel ou tel endroit où les gens ne savaient même plus qu'ils étaient en éducation prioritaire. Je crois que c'est toi qui nous avais dit ça dans une réunion. Donc, il faut que ça soit une carte dynamique. Comme il y a un certain nombre d'inspectrices ou d'inspecteurs, je crois que le rôle des inspectrices et des inspecteurs référents est essentiel. Je l'ai mesuré à Bordeaux, je l'ai mesuré à Créteil, je le mesure maintenant à Nantes. Votre investissement dans les réseaux d'éducation prioritaire, aux côtés du chef d'établissement et de l'inspectrice ou de l'inspecteur de l'éducation nationale, est essentiel
c'est pas du disciplinaire, mais ça me paraît au moins aussi important, si je peux me permettre. Voilà. Donc, maintenir la dynamique de l'éducation prioritaire, je suis dans le timing, on en a fait 6, il en reste encore 6. Dans l'école et l'établissement, travailler sur le climat scolaire. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, le climat scolaire. Même en 2010, on ne parlait pas beaucoup du climat scolaire. Et je crois que c'est pas un... Alors certains vont dire, oui, c'est le gadget à la mode. Bah, moi, j'y crois pas. Je ne crois pas que ce soit un gadget à la mode. Voilà. Je crois que c'est un travail intéressant. Alors je crois que, d'ailleurs, c'était l'un des titres d'une intervention lors du dernier COPIL sur le décrochage. Le climat scolaire, un levier majeur de prévention du décrochage. Et puis, je crois que le travail qu'on fait sur le climat scolaire, amélioration du climat scolaire, c'est aussi un élément essentiel pour la lutte contre le harcèlement. Et voilà la 4e catégorie de jeunes que nous laissons au bord du chemin, c'est les jeunes qui sont harcelés. Sur les 3 premières catégories, on a trouvé des solutions. Sur la 4e catégorie, nous sommes impuissants. Et c'est une vraie problématique. La problématique des jeunes qui sont harcelés, c'est la double peine. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution. Ou du moins, majoritairement. Alors, il y a peut-être tel ou tel endroit où on a trouvé une solution, mais ce serait bien de partager là-dessus. Parce que c'est la double peine. D'une part, parce que le jeune souffre. Parfois, il souffre même jusqu'à des extrémités ultimes. On a un certain nombre de cas. Le jeune souffre, mais en plus, c'est toujours lui qui doit partir. Alors, il part dans un établissement privé sous contrat. Il part dans un collège, mais un établissement privé sous contrat, c'est un autre réseau. Il part dans un collège qui est plus loin, donc c'est vraiment à double peine. En plus, il a des kilomètres à faire pour aller dans un autre établissement. Et pour l'instant, sur le traitement de cette question-là, ce sont vraiment des jeunes qu'on laisse au bord du chemin et pour lesquels, moi, j'appellerais à ce qu'on trouve des éléments de mobilisation, de réponse. Je n'ai jamais vu pour l'instant, je l'ai dit alors quelqu'un m'a dit non, peut-être, alors vous allez peut-être me dire non, j'ai jamais vu exclure 10 élèves harceleurs pour garder dans l'établissement l'élève harcelé. Voilà. Alors on arrange ça avec les familles, on explique à la famille que c'est tout de même mieux qu'il aille ailleurs, etc. Ce n'est pas satisfaisant pour ces jeunes. Et eux, ils auront vraiment l'impression d'être laissés au bord du chemin. Sans compter ceux qui se scolarisent au CNED ou qui choisissent la scolarisation à domicile. Voilà. Je crois, et c'est vraiment le... Vous voyez, sur tous les autres domaines, c'est pour ça que j'ai fait 3+1, sur tous les autres domaines, on a des réponses. On a des réponses, sur ce domaine-là, je crois qu'on est assez impuissant. Alors, s'il y a des choses, au contraire, hein, mais moi, j'en ai pas encore beaucoup vu. Et puis... je pense que le travail sur le climat scolaire, c'est aussi un facteur de plus grande mixité sociale. Parce qu'en définitive, les familles qui veulent éviter un établissement, ce n'est pas tellement les résultats. Qu'est-ce qu'ils savent vraiment les gens des résultats, etc. C'est, en gros... c'est pas bien fréquenté, il y a de la violence, voilà, c'est pour ça qu'un certain nombre de familles font des demandes de scolarisation ailleurs. Donc je pense que là aussi, le travail sur le climat scolaire, c'est un facteur de mixité sociale. Et je pense qu'au-delà des enquêtes qui sont faites, enfin nous dans l'académie, on a une personne qui donc fait des travaux sur le climat scolaire avec les établissements volontaires. Ça doit toujours être sur la base du volontariat, parce que sinon... Mais au-delà, je pense que chaque établissement devrait se doter d'un projet éducatif qui n'est pas le projet vie scolaire. C'est-à-dire que le climat scolaire, ce n'est pas l'affaire du CPE et des assistants d'éducation. Le climat scolaire, c'est l'affaire de tout le monde, de toute l'équipe. Et par conséquent, ce n'est pas le projet de vie scolaire qui prend en compte le climat scolaire. Ça doit vraiment être un projet éducatif qui associe aussi l'ensemble des enseignants, les personnels médico-sociaux, les personnels administratifs et ATTEE de la collectivité qui jouent un rôle important. Ça doit vraiment être un travail d'équipe et on rejoint ce que je disais
tout à l'heure. Enfin, dans l'école et l'établissement, eh bien, je crois qu'il faut qu'on ait toujours à cœur aussi de développer... Ah oui, si, sur le climat scolaire, dernière chose, ça peut aussi concerner l'école. On a engagé à Nantes un travail sur les compétences psychosociales à l'école pour les élèves de CM1, CM2. Je ne peux pas vous en parler longuement, mais vous pouvez lire avec intérêt le supplément Sciences du Monde du 1er février 2017. Voilà. Mais je n'ai pas d'intérêt dans le truc. Voilà. Donc, dans l'école ou établissement, développer les relations avec les parents les plus éloignés de l'école. Alors, j'ai repris ici une citation de Marie-Alette Grard, qui a participé au travail avec Jean-Paul Delahaye, qui est la vice-présidente d'ATD Quart Monde. Trop souvent, nous pensons que les parents qui vivent dans la pauvreté ne s'intéressent pas à la réussite de leurs enfants à l'école. En fait, tous les parents veulent que leurs enfants réussissent. Et ici, il faut que je vous fasse partager une chose à laquelle je ne pensais pas, à laquelle on ne pense pas naturellement. Simplement, on fait peur. Ah oui, on fait peur. Alors, quand on dit à des enseignants, vous faites peur, les gens vont dire, on ne fait pas peur. Enfin, nous, on est bienveillants, on est sympa, on fait plein d'activités pour les élèves, etc. Ben si, on fait peur. Un certain nombre de parents ont peur de l'école, ont peur de venir à l'école, au collège, au lycée. Simplement pour un certain nombre de raisons. Le plus souvent parce qu'ils ont été en délicatesse avec l'école eux-mêmes et qu'ils n'ont pas envie de venir à nouveau pour avoir que des reproches. Parce que souvent, quand ils viennent, en fait, on leur fait que des reproches. Et donc, je crois qu'il faut trouver des voies et moyens pour essayer d'associer ces familles, et notamment les familles qui sont les plus éloignées de l'école. Alors, il y a des cafés des parents, dans le Val-de-Marne, il y avait des maisons des parents, par exemple, qui étaient un moyen aussi d'associer. Et puis, il faut aussi inciter les familles à exercer leurs droits. Alors, j'ai repris un chiffre. La non-dépense publique liée au non-recours, pas seulement sur l'éducation, est évaluée à 10 milliards d'euros par Étienne Pinte, qui est président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et ça vaut pour les bourses. Je rappelle que dans certains collèges de Clichy-sous-Bois, on avait 90% de familles défavorisées, 20% de boursiers. Il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique, ce qui n'est pas mon cas, pour constater qu'il y a un petit problème. Voilà. Donc le non-exercice des droits en matière d'éducation, je crois qu'il y avait un chiffre qui était à peu près de 2 milliards pour les seuls droits en matière d'éducation. Et puis dernière chose sur les parents, on a beaucoup parlé de l'évaluation par compétences. Alors, moi j'ai toujours dit à mes gens, faites des choses simples. L'évaluation par compétences, c'est très bien. Les classes sans notes, c'est très bien. Mais si les parents ne comprennent rien, vous allez encore plus les éloigner de la scolarité de leurs enfants. Ça n'aura certainement pas la beauté qu'on voudrait donner. Ça n'aura certainement pas l'exhaustivité que souhaiteraient vos équipes. Mais si les parents ne comprennent rien, ça, de mon point de vue, ça ne sert à rien. Voilà. Bah, je vous dis ça comme ça, après faites-en ce que vous voulez. Maintenant, dans l'institution. Alors, dans l'institution, la première chose, je pense qu'il faudrait qu'on sorte des ambiguïtés sur la voie professionnelle. Parce que la dualité des discours, je la pratique tous les ans. Je fais des campagnes de valorisation de l'enseignement professionnel. On a fêté les 30 ans du bac pro. On a dit que c'était un truc super, une création merveilleuse, etc. Et puis après, et pour pas que ça soit seulement mes propos, j'ai tiré ça d'un rapport de l'inspection générale, donc c'est très bien, qui dit « La plupart des lettres de mission des chefs d'établissement pointent souvent les résultats du DNB et le taux de passage en seconde GT amélioré. » Donc un jour, on va dire, à la voie pro, il faut y aller, ça forme à des métiers, c'est bien, etc. Compétences, savoir-faire et tout. Et puis, le lendemain, le chef d'établissement qui a 40% d'orientation dans la voie pro, on va lui dire, dites donc, vous pourriez peut-être tout de même améliorer un peu l'orientation vers la seconde GT, parce que l'ambition des élèves, etc. Voilà, alors moi, il faudrait qu'on sorte de cette dualité des discours.
Alors, c'est pour ça que j'ai mis pour un Grenelle de la voie professionnelle. Pourquoi ce terme? Parce qu'il y a des régions qui ont fait un Grenelle de l'apprentissage. Donc je pense qu'il faudrait vraiment que l'institution dise qu'on veut faire de notre voie professionnelle. Alors, à titre personnel, je suis attaché à la voie professionnelle. Donc je pense qu'il faut que cohabite la voie professionnelle dans les lycées professionnels et l'apprentissage, que les deux ont leur finalité. Je m'engage tout de même un peu, je ne dis pas simplement qu'il faut faire un Grenelle. Je suis attaché aussi à ce que l'éducation nationale reste pilote de cette voie professionnelle. On ne sera pas forcément d'accord avec certaines ou certains dans la salle, mais voilà, je suis attaché aussi à ce que... Par contre, il faut certainement développer le dialogue. Hein. Développer le dialogue, ça passe déjà par... Quand on a mis ensemble des ALP et ALGT, il y a encore 2 salles des profs, par exemple. Ben, on n'arrivera à rien si on continue comme ça. Là aussi, ça peut paraître facile. Je sais que ce n'est pas facile de dialoguer avec les équipes, etc. Mais il faut qu'on dise ce qu'on en veut. Et moi, je crois qu'elle est importante. Voilà. Après, ça, c'est vraiment l'institution. Parce que cette voie professionnelle, c'est elle qui va permettre de donner le premier niveau de qualification aussi. Et on a vu que le premier niveau de qualification, c'est quelque chose d'important. Alors, donner toute leur place au dispositif de raccrochage, les classes relais, les lycées de la nouvelle chance. Alors nous, dans l'académie, les micro-lycées, on les a appelés lycées de la nouvelle chance parce qu'on pense que ça parle mieux. Et la MLDS, on a appelé ça des pôles d'insertion parce qu'un jour, en rencontrant un élève qui était à la mission de lutte contre le décrochage scolaire, il m'a dit, vous savez, quand on arrive dans une entreprise, que le chef d'entreprise nous demande d'où vous venez, mais je l'ai déjà dit dans le copil interministériel, hein, et qu'on dit on vient de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, la tête du chef d'entreprise, elle se transforme un peu, et il se dit, oh là là, c'est un décrocheur, ça, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des pôles d'insertion. Les éléments de langage sont importants, me semble-t-il. Il faut donner toute leur place au dispositif de raccrochage. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'il faut avoir une attention particulière au personnel et aux lieux. Le lycée de la nouvelle chance ou le micro-lycée, les pôles d'insertion ou la MLDS, c'est pas dans le préfabriqué qui est au fond de la cour du collège ou du lycée. Si on dit que ne laisser personne au bord du chemin, c'est notre priorité, ça veut dire aussi que ces dispositifs, ils devaient être au cœur de l'établissement et pas séparés des autres. Ça vaut pour la classe relais dans les collèges et ça vaut aussi pour les personnels. Ces personnels, ils devaient être complètement intégrés aux équipes. En plus, ils ont des compétences que n'ont pas forcément les autres membres des équipes. Donc, vous voyez, et ça, c'est pas compliqué, c'est un problème d'organisation. Mais je crois que c'est important de bien signifier que ces élèves sont aussi nos élèves comme les autres et pas des relégués, parce qu'on laisse personne au bord du chemin en les raccrochant comme ça, mais on les met tout de même au bord de la cour, parce que c'est tout de même plus... Donc je crois qu'il faut faire attention à ça. 11e, j'arrive... Aussi dans l'institution, axer la formation des nouveaux enseignants prioritairement sur la prise en charge des élèves en difficulté. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que Jean-Paul Delahaye m'avait fait l'honneur de m'associer au petit groupe qui travaillait avec lui sur le rapport Grande Pauvreté et Réussite scolaire. Et je crois que ça figure d'ailleurs dans le rapport. Il avait constaté que dans certaines SP, alors pas toutes les SP, en gros, enseigner en éducation prioritaire, c'était un module optionnel d'une demi-journée. Et, bon, voilà. Et quand on regarde cette enquête sur laquelle j'ai mis la main, la prise en charge d'élèves ayant des besoins spécifiques d'éducation, eh bien, c'est un point sur lequel nos enseignants stagiaires s'estiment les moins bien formés. Je pense que si on veut ne laisser personne au bord du chemin, il faut qu'on forme d'abord nos futurs enseignants à la prise en compte de la difficulté, à la sensibilisation à la grande pauvreté, et à la prévention du décrochage scolaire. Ça me paraît quelque chose qui est essentiel. Ça commence par là, certains l'ont dit, hein, de toute façon ça commence par la formation. Et là aussi c'est pas difficile, il suffit d'intégrer ça dans les cartes d'enseignement des SP, même si on doit abandonner quelques autres choses certainement absolument passionnantes. Enfin, dans l'institution, c'est faire des choix d'allocation des moyens vers les plus défavorisés.
Alors, la ministre l'a fait au travers des fonds sociaux, à la suite du rapport de Jean-Paul Delahaye, puisque le niveau des fonds sociaux a retrouvé son niveau d'origine. Le ministre l'a fait sur l'éducation prioritaire, parce que la pondération 1-1, ou les temps des 18 heures des professeurs des écoles, ça coûte. Et puis en académie, on doit aussi le faire. Alors bon, on essaye modestement de le faire. Bon, par exemple, moi je sais que ça ne fait pas plaisir aux gens, mais je préfère ouvrir des CAP ou des bacs pro plutôt que des classes préparatoires aux grandes écoles. Mais maintenant, ça se sait, donc j'ai pratiquement plus de demandes d'ouverture de classes préparatoires aux grandes écoles. Les gens attendent que je sois parti. Voilà. Très bien. Et puis ça devrait aussi, ça passe aussi par la restriction un peu des options que j'appelle devant mes équipes des options turlututu, parce que c'est les options qui permettront de faire venir 2 élèves du lycée d'en face, qui est aussi d'ailleurs parfois un lycée public, mais on s'entend bien, mais on se pique des élèves. Moi, je préfère ouvrir des lycées de la Nouvelle Chance, donc c'est pour ça que dans l'Académie de Nantes, mais c'est pas un exploit, on est passé de 1 lycée de la Nouvelle Chance quand je suis arrivé à 5. On passera à la rentrée 2017 à 5 lycées de la Nouvelle Chance, c'est-à-dire qu'on aura doté chacun des départements d'un lycée de la Nouvelle Chance. Bon, c'est modestement quelques choix qu'on peut faire dans un budget qui est toujours contraint. Donc il faut assumer aussi ce budget contraint. En guise de conclusion, je crois qu'il y a un mot qui est important, c'est la confiance. La confiance, alors c'est là que je vais reprendre ma casquette de mes premières amours universitaires, qui seront peut-être aussi d'ailleurs la casquette de mes dernières amours universitaires, parce qu'on sait que la vie d'un recteur, c'est un contrat précaire. Donc, la confiance, c'est un facteur clé du fonctionnement de l'économie et de la monnaie. Alors ça, ce sont des choses que je connais. Eh bien, je crois que la confiance, ça doit être aussi le facteur clé du fonctionnement du système éducatif. Il faut qu'on sache créer la confiance. Donc, créer la confiance avec les élèves, créer la confiance avec les familles, et j'ai parlé des familles en situation de grande pauvreté, créer la confiance aussi avec nos partenaires, notamment les collectivités, parce qu'il ne faut pas omettre le fait qu'on est effectivement dans une relation de partenariat avec les collectivités qui nous font confiance et à qui nous devons aussi faire confiance. Des fois, on a peut-être un peu plus de mal à leur faire confiance. Et puis, il faut aussi qu'on ait confiance en nous. Alors, à chaque rentrée, se déverse un certain nombre d'ouvrages qui disent du mal du système éducatif. Voilà. Ben, je crois que ça ne doit pas nous empêcher d'avoir confiance en nous. Vaut mieux éviter de les lire. D'ailleurs, moi, je ne les lis pas, comme ça, au moins, je garde confiance en nous, en vous. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Cette confiance en nous, elle est importante parce que des jeunes attendent quelque chose de nous. Alors, vous savez, j'aime bien faire des citations. Tout universitaire aime bien faire des citations. Donc, moi, j'aime bien citer cette personne-là, et voilà. Non, voilà, c'est tout. Voilà. Alors, quand vous avez un doute, repensez à cette chanson, écoutez-la, ça fait du bien. Vous pouvez aussi écouter, quand vous recevez vos jeunes professeurs, Changer la vie. Le deuxième couplet de Changer la vie, dont j'ai cité un tout petit morceau de Jean-Jacques Goldman aussi, est très bien pour les jeunes enseignants. Je le cite à tous les professeurs stagiaires de l'ESP, je l'ai même cité en présence de Vincent Payon lorsqu'il était venu à l'ESP de Créteil. Évidemment, ce n'était pas très académique. Voilà. Une petite photo pour montrer qu'effectivement, c'est tout de même une conviction ancienne. C'est un dessin qui m'a été remis quand j'ai quitté l'Académie de Rennes. Voilà. Et vous y reconnaîtrez 3 personnes que vous connaissez. 2 sont dans la salle. Le docteur Claire Métro, ici. Gérard Moreau, qui était secrétaire général de l'Académie, qui est ici. Et vous reconnaîtrez, bien entendu, votre ancien président de la FAE, Daniel Overlo. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Je termine. Alors, je termine jamais, parce que là, je pense que j'ai encore 1 minute, sans un petit coup de pub sur l'Académie de Nantes, parce qu'il est 11h44, Madame la Présidente, j'ai encore 1 minute. Donc, je rappelle que l'Académie de Nantes, sa diversité, vous voyez qu'en Vendée, il y a le Vendée Globe, dont on a beaucoup parlé.
En Sarthe, il y a les 24 heures du Mans, donc nous sommes sur des événements très médiatiques, mais nous sommes aussi sur le champ du patrimoine, le château de Clermont-le-Cellier. En fait, c'est le château qu'avait acheté Louis de Funès, pour lequel j'ai une particulière admiration, avec les recettes de la grande vadrouille et du corneau. Voilà. Et c'est là qu'il est mort, carrément. Le rêve de Douanier Rousseau, quai de Mayenne, de Laval. Et puis, c'est aussi une académie de cinéma. Ceux qui ont vu La Famille Bélier, c'est un film qui a été tourné dans le nord de la Mayenne. Mais j'ai retenu ici un film que j'aime beaucoup, qui a été tourné à Angers, avec Patrick Chenet, que vous voyez ici, qui s'appelle « Je ne suis pas là pour être aimé ». C'est souvent notre condition, comme je le dis souvent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de ne laisser personne au bord du chemin. Notre priorité, merci à toutes et à tous.